Écoutez, je suis très heureux que vous soyez si nombreux ce matin pour aborder ce sujet qui me semble capital pour l'avenir de l'humanité, autant le dire. Et je vais vous expliquer pourquoi ce matin. En 1 heure, et ça va être assez ambitieux. J'ai intitulé cette conférence « Prendre les bonnes décisions à l'heure où tout s'accélère ». Et je vais d'abord me présenter finalement pour que vous compreniez pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi c'est moi qui vous parle de ça. Ça fait 10 ans, grosso modo, que je suis spécialiste du web. J'ai notamment créé une agence qui s'appelle Tribaleo, spécialiste des médias sociaux. Ça fait 10 ans que voilà, je veille sur la transition numérique, sur la digitalisation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu là, ici, devant vous. Mais pas que. Parce que depuis ces 10 dernières années, j'ai aussi étudié pas mal d'autres choses. En fait, je me suis intéressé à d'autres choses dans ma vie perso, quoi. D'abord à moi. Bah ouais, ça peut vous paraître bizarre. Mais à un moment, je me suis demandé un peu qui j'étais. Et pourquoi est-ce que dans ma vie, je tombais régulièrement sur des situations difficiles, pourquoi il y avait des trucs qui se répétaient. Bon. Et du coup, je me suis intéressé au développement personnel. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que finalement je suis heureux dans tout ça, cette boîte, Tribaleo, bon, est-ce que j'ai du plaisir à la tâche? Est-ce que ça a du sens pour moi de faire ça? Bon, j'ai un peu étudié la philosophie de Spinoza, ça m'a pas mal aidé. Et puis, j'ai démarré la méditation aussi. Alors ça, c'était moi. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux autres. Et là, waouh, génial. Je me suis dit, mais alors, pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés? Pourquoi je peux avoir des difficultés dans ma relation avec ma mère, ou avec mon père, ou avec une relation amoureuse, ou avec un ami, un collègue de travail? C'était le début d'une réflexion assez intéressante, et finalement, je me suis intéressé à la communication interpersonnelle, à la communication non violente. Et puis je me suis dit, et le groupe, comment je fais finalement pour que chacun dans l'équipe là soit engagé et ait envie de vraiment de réaliser quelque chose qui leur plaît, quoi. Là, je me suis intéressé au management, au leadership, à l'intelligence collective. Et puis, bien évidemment, je me suis intéressé à la planète en me demandant quelle planète j'allais laisser à mes futurs enfants. Donc je me suis intéressé au dérèglement climatique, au développement durable, à l'économie circulaire. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis là ce matin devant vous. Parce qu'un jour, j'ai réalisé que le web, la révolution digitale, le développement personnel, le management, le leadership, le dérèglement climatique, tout ça est lié. Et mon intention ce matin, c'est finalement de vous apporter la vision que j'ai, finalement, de ce point de convergence qui s'appelle aujourd'hui l'entreprise intelligente. Alors, je vous l'ai dit, tout s'accélère. Alors rapidement, ça, ce sont les grandes innovations technologiques. Et on peut voir que début du XXe siècle, et bon, il y en avait de temps en temps, c'était assez disparate. Okay, et puis ça prenait quelques années finalement à vraiment émerger, prendre sa place dans la société. Hein, on a par exemple ici au début le téléphone, ensuite on a la radio, la télé. Voilà, ça a mis quelques années, mais ça a pris sa place. Puis bon, on voyait finalement une nouvelle grande innovation arriver tous les 5-10 ans. C'était plutôt cool, on avait le temps de s'adapter. Mais ce temps-là est terminé. Là aujourd'hui, on est ici, on est dans cette partie-là où finalement on voit arriver des grandes innovations, si ce n'est pas presque tous les 2 ans, et finalement le temps d'adoption de ces grandes innovations est complètement dingue. Regardez la vitesse à laquelle ici ça émerge. Nous vivons cette grande accélération et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui l'entreprise doit se réorganiser. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, durant ces 10 ans, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 10 ans, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une question, on la pose à l'oracle, Google,
Il y a 10 ans, on n'avait pas encore l'habitude de faire ça. Là, aujourd'hui, tout le monde fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Google a vraiment, finalement, nous a familiarisés avec cet automatisme. Hop, je vais sur le web, chercher une information. Ensuite, Apple nous a évidemment mis des smartphones dans la poche. Et le monde du mobile, aujourd'hui, si on a tous des smartphones, c'est parce que Apple, un jour, a pensé à l'iPhone. Le Web 2.0, si aujourd'hui nous sommes tous consommateurs de réseaux sociaux et que nous sommes tous en relation, eh bien c'est en partie grâce à Facebook. 33 millions de Français aujourd'hui actifs sur Facebook. Et puis enfin, Amazon. Lui, Amazon œuvrait plutôt dans le e-commerce. Si aujourd'hui nous achetons si facilement sur Internet, c'est notamment grâce à Amazon. Ceux-là, ces quatre-là, on les appelle les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. GAFA. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'ils sont à l'œuvre, en coulisses, dans l'intelligence artificielle dont je vais vous parler. Alors, eh bien, ces GAFA, finalement, ont créé un monde numérique qui a permis à plein d'autres choses de se développer, notamment à l'économie collaborative. Donc, je vous ai mis ici 8 grands noms de l'économie collaborative. Et je suis vraiment très curieux de savoir qui, dans la salle, a au moins utilisé une de ces applications. S'il vous plaît, au moins une. OK, il y a à peu près tout le monde. Qui a utilisé 2 de ces applications? Waouh! Merci. Qui a utilisé 3 de ces applications? J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de monde, c'est complètement fou. Est-ce que vous vous rendez compte, finalement, de la manière dont cette économie est rentrée dans notre quotidien, à nous? Et regardez dans la salle, on n'est pas tous des jeunes de 20 à 30 ans. Pas du tout. Et pourtant, nous sommes tous consommateurs de ces applications-là. Donc vous l'avez compris, l'idée, ce sont en fait des sites qui permettent à des internautes, à des consommateurs, d'offrir un service à un autre consommateur. Donc Le Bon Coin, on s'échange de l'affaire d'occasion. Airbnb, on s'échange, on se met en tout cas à disposition un logement. Ici, sa voiture, ici, de l'argent, voiture. Là, on se signale les zones de danger accidentelles ou policiers. Là, on échange de l'expertise. Et puis ici, cas particulier, je vais terminer par ça. Et en fait, finalement, on s'aperçoit un truc très simple, c'est que le point clé de ce truc-là, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire que ces boîtes-là se sont créées en mettant un intermédiaire de côté. Donc ici, Le Bon Coin, ce sont les dépôts-ventes, plus vraiment besoin aujourd'hui. Eh bien, jusqu'à présent, on avait besoin d'un hôtel lorsqu'on allait visiter une ville. Plus vraiment besoin aujourd'hui. Hein. Un autre internaute peut mettre à disposition son appartement. Voilà, avant, je prenais le train. Bon, ça, c'était avant. Avant, j'avais besoin forcément d'une banque pour monter mes projets. Ça, c'était avant. Et puis, pareil, j'ai besoin de louer une voiture. Je vais sur Drivey. Ou sinon, je mets ma voiture en location sur Drivey. C'est bien aussi. Bref, je fais rapidement. Comprenez concrètement que tout ça, ce sont des disrupteurs. Je vais vous expliquer ce qu'est la disruption. Et juste pour information, pour terminer là-dessus, là, c'est ce qu'on appelle la gig économie. Uber, voire un peu tuto.com, ce sont des sites qui, pour la première fois, donnent la possibilité à des internautes lambda de gagner leur vie avec un service web. Donc les VTC peuvent gagner leur vie grâce à Uber, les experts d'une thématique peuvent gagner leur vie grâce à Tuto, et il y en a plein. Deliveroo, vous savez, les livraisons en scooter, ça se développe à fond. Voilà. Je fais très très light, je vous en parle parce que ça va encore se développer, mais là aujourd'hui je me concentre là-dessus et sur le concept de disruption. Alors qu'est-ce que c'est finalement la disruption? C'est de l'innovation. Et généralement, quand on parle d'innovation, on parle optimisation. Prenons une chose
et améliorons-la. Ouais, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, lorsque une entreprise dit « je vais innover », il se demande quelle convention sur son secteur il va pouvoir casser. C'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Voilà, innovation de rupture, différent de l'innovation incrémentale, qui, elle, est justement de l'optimisation. Voilà, aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. Un monde de web, une révolution digitale, un monde d'économie collaborative, un monde où finalement les acteurs cherchent à disrupter leur secteur. Et si seulement ça s'arrêtait là? Mais non, non. Non, non, parce que là, en fait, on est à l'aube de la 4e vague d'innovation technologique. Je démarre à peine, en fait, le sujet de ma conférence. Là, je vous ai posé le contexte. La 4e vague est là. On a eu l'ère du PC, l'ère d'Internet, l'ère du mobile. Eh bien, cette nouvelle ère, c'est l'ère... Alors ici, sur ce graphique, c'est l'ère de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Je vais vous en parler. Mais sur cette zone-là, il y a aussi évidemment l'intelligence artificielle, le big data, les objets connectés. Et il y en a un qui ne se trompe pas. Ah, pardon, c'est ma slide d'après. Ces technologies ont toutes un point commun. C'est qu'elles permettent à l'homme de prendre de meilleures décisions, ou alors la technologie prend ses décisions toute seule, en autonomie, à la place de l'homme. Et vous allez voir que d'un point de vue éthique, ça peut poser beaucoup de soucis. Je ne vais pas creuser ce sujet parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire et le temps m'est compté. Mais notez ce thème-là, éthique, c'est un enjeu sur l'intelligence artificielle. Donc voici, voilà, la robotique, je ne l'ai pas citée, mais effectivement, l'automatisation robotique aujourd'hui prend beaucoup de place dans les chaînes de production. Voilà un peu ce dont je vais vous parler ce matin, mais pas que. Et comme je vous le disais, il y en a un qui ne se trompe pas, parce que mine de rien, oui, dans tout ça, le blockbuster, c'est l'intelligence artificielle. Le PDG de Google disait, voilà, ça fait 10 ans qu'on mange du mobile, pendant les 10 prochaines années, on va manger de l'intelligence artificielle. Et il y a vraiment cette notion de mobile first, c'est-à-dire pendant 10 ans, on a pensé d'abord pour une expérience utilisateur sur mobile. Là, maintenant, on va penser d'abord par une expérience utilisateur augmentée, accompagnée par l'intelligence artificielle. Alors, difficile de finalement trouver une définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je me suis demandé pendant un moment si j'allais vous expliquer comment ça fonctionne. Et là, j'ai vu que j'allais complètement exploser mon temps. Donc, j'ai fait le choix de ne pas vous expliquer techniquement comment ça marche. Parce que j'ai pensé que ce n'était pas vraiment l'essentiel de cette conférence. Mais pour faire simple, l'intelligence artificielle, c'est dire, eh bien, tout ce que nous, les hommes, on sait faire, et notamment on sait s'adapter, on sait apprendre, on sait communiquer, interagir avec notre environnement, eh bien tout ça, on va demander à la technologie de le faire mieux que nous. Ambitieux. Ne serait-ce que, par exemple, communiquer. Là, aujourd'hui, est-ce qu'un ordinateur est capable de parler mieux qu'un homme? Je ne crois pas. Mais pourtant, c'est bien l'ambition qu'on donne à l'intelligence artificielle. Alors, il y a une question de temporalité aussi dans ce sujet d'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, effectivement, aujourd'hui, on en reparle parce que, en fait, on vient de passer de cette étape-là à celle-ci. Jusqu'à présent, on utilisait de l'algorithme assez basique. Mais maintenant, on sait faire en sorte que l'algorithme apprenne de lui-même, ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine, et également le deep learning. Bon, je ne vais pas détailler. Aujourd'hui, on en est là, et vous allez voir qu'il y a déjà évidemment beaucoup de conséquences pour l'entreprise. Et puis, eh bien, on commence un peu à se débrouiller ici.
Et puis, eh bien, là, c'est Terminator. Be cool, on a maximum 30 ans devant nous. Allez, j'avance. L'autre point commun de ces technologies, c'est qu'elles donnent de nouvelles capacités aux entreprises et aux individus. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur... Enfin, un focus. De vous donner des exemples de nouvelles capacités que ces technologies donnent aux entreprises, et ensuite, quelles sont les nouvelles capacités que ces technologies donnent aux individus. Alors voici finalement ce que je vais vous présenter, l'entreprise d'un côté, les individus de l'autre, et dans cette entreprise, j'ai finalement dissocié les fonctions principales, RH, commercial, marketing, production et finance. Et je vais vous donner juste un exemple de ce que vient apporter l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée dans ces fonctions-là. Commençons par la fonction productive. Donc là, on reste un peu dans le milieu industriel. J'aurais pu m'intéresser à la production de services et tout un tas d'autres choses, mais le temps m'est compté. Donc je vais juste prendre cet exemple-là qui est assez parlant, parce qu'il finalement il rassemble pas mal de choses. Supply chain, c'est la chaîne logistique. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer finalement, parce que c'est la gestion des flux physiques, des stocks par exemple. Et donc là, si on combine RFID, alors RFID ce sont des petits circuits imprimés qu'on colle sur une palette par exemple, hein, c'est un patch, et ça permet de, en scannant finalement la palette qui passe à plusieurs endroits particuliers de l'entrepôt, ça permet de suivre finalement l'évolution de la palette. OK. Ça, on sait faire depuis longtemps. Enfin, on sait faire. Ces puces-là, à chaque fois qu'on les scanne, ça crée de la donnée. Beaucoup de données. Ce sont comme des petits capteurs, finalement. Et cette donnée, justement, c'est ce qui peut servir à un algorithme pour comprendre comment, finalement, fonctionne le flux et comment on peut l'optimiser. C'est ce qui se passe, du coup. Là, aujourd'hui, deux avantages, voir en temps réel, évidemment, où se situent les stocks, mais on peut également anticiper la demande. L'algorithme va apprendre de lui-même en fonction des anomalies qu'on va avoir un jour. Un jour, il y a une rupture de stock pour, je ne sais pas, approvisionner tel magasin. L'intelligence artificielle va comprendre ce qui s'est passé, et demain, si l'intelligence artificielle observe le moindre petit soupçon qui pourrait entraîner un cas similaire, il le signale. C'est aujourd'hui une aide à la prise de décision. Peut-être que demain, l'intelligence artificielle va d'elle-même optimiser le flux, prendre des décisions par elle-même. Voilà aujourd'hui où on en est. On laisse une intelligence artificielle finalement analyser et nous dire « Les gars, là, il y a de fortes chances pour que dans 10 jours, on a un problème d'approvisionnement à cet endroit-là, faites quelque chose. » Je grossis le trait pour que ce soit compréhensible. Deuxième exemple, toujours dans la fonction productive, évidemment, on a des machines, il faut les entretenir, il faut les maintenir en marche. Et alors pareil, l'intelligence artificielle, elle peut faire beaucoup de choses pour la partie détection de problèmes. Mais la réalité augmentée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien là, aujourd'hui, on a des techniciens qui arrivent dans les machineries avec une tablette. Donc finalement, ils ouvrent leur tablette, c'est comme s'ils ouvraient la caméra de leur tablette, leur appareil photo, sauf qu'à la place de voir juste la machine, ils voient le processus de réparation de la machine intégré, incrusté dans leur image. Et donc ils ont juste finalement à suivre un espèce de tutoriel en direct live en voyant leur machine. C'est la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voit de la réalité, c'est comme si je voyais vous, sauf que je voyais par exemple au-dessus de chacun de vous le nom de votre entreprise, combien vous pesez, des choses comme ça. Voilà, pour illustrer l'un des apports de la réalité augmentée, et on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, Amazon s'en sert par exemple pour mesurer la taille des colis, vérifier des volumes, des dimensions. Creusez le sujet, vous allez voir, c'est vraiment dingue. Regardons ce qu'on peut faire avec la finance, enfin, dans la fonction finance.
Et alors là, je ne sais pas si vous allez être comme moi, mais moi j'ai poussé un grand ouf de soulagement quand j'ai appris ça. Puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va nous permettre finalement un contrôle de facture ligne par ligne, pouvoir matcher ça finalement avec nos bons de commande, nos contrats fournisseurs, le plan comptable. Oh là, ça va être bien, j'ai hâte. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi oui. Ah, j'ai entendu des mots aussi, merci, ça fait plaisir. C'est un exemple. Derrière, il y a d'autres algorithmes en langage naturel qui peuvent vous dresser un diagnostic rédigé pour vous dire, écoutez les gars, là par rapport au plan de trésor prévisionnel, à ce qui reste dans les comptes, ce qu'on a comme argent dehors, etc., moi je vous conseille de faire ça maintenant. Bon, ouais, c'est possible. Et puis, dans un rapport rédigé, mieux que le ferait un être humain. Natural Language NGL, natural. Faites des recherches, c'est impressionnant. Fonction commerciale, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien oui, je vous ai parlé de la gestion des stocks. Eh bien, sachez également que l'intelligence artificielle peut être à l'écoute des interactions que vos clients ont sur vos produits avant de les acheter. Je m'explique. Votre client va visiter votre site internet, il passe à peu près 12 secondes sur une fiche produit. Ensuite, il va sur Facebook, il like un post qui concerne le produit en question. Bon, eh bien, l'intelligence artificielle va justement voir finalement tous ces signaux faibles d'intérêt et va dire, là, attention, on va avoir un gros volume de commandes. Et donc, il va falloir produire des stocks. Mais où mettre les stocks? Vont-ils commander pour être livrés chez eux par la poste? Ou vont-ils commander pour être livrés au bas de chez eux, ce qu'on appelle le click and collect? Difficile aujourd'hui d'envisager la vente en ligne et la vente, la distribution physique au bas de chez le client, notamment parce que les stocks sont difficiles à gérer. Comment est-ce qu'on garde le stock ici pour pouvoir l'envoyer? Est-ce qu'on l'envoie plutôt en bas de dans nos points de vente? Eh bien aujourd'hui, l'intelligence artificielle calcule tout ça et prend les décisions toute seule pour finalement faire en sorte que ce soit possible, que le click and collect et la vente en ligne, la distribution à distance soit possible. C'est assez dingue quand même. C'est ce qu'on appelle la distribution omnicanale, tous les canaux. Marketing, je crois que j'ai pris 2 exemples ici parce que je crois que beaucoup d'entre vous sont intéressés par ce sujet. Première chose, conversion. Là aujourd'hui, on peut... Alors j'ai inversé des slides, donc je regarde finalement le choix que j'ai fait à la fin. Voilà. Nous avons identifié un prospect. Alors ça peut être juste un internaute qui a visité une page et qui a passé 10 secondes dessus. Ou ça peut être pour le B2B, vraiment une entreprise que vous avez eue au téléphone et avec qui le contact s'est plutôt bien passé, pourquoi pas. Eh bien, on peut donner aujourd'hui à un algorithme la liberté finalement de faire du nurturing, c'est-à-dire de réchauffer le contact de manière à ce qu'il soit tout bonnement à point pour être converti en client. Et que ce soit pour le B2B ou le B2C. Et donc, c'est une machinerie qui, finalement, va aussi bien envoyer un mail automatiquement au bon moment, avec le bon contenu, qui va envoyer une notification mobile à l'internaute, et même, pourquoi pas, acheter de la publicité sur le parcours de l'internaute. Voilà, si ça se trouve, vous l'avez eu au téléphone il y a 15 jours, et bien là, aujourd'hui, il se connecte sur un site, et évidemment, sur ce site internet, il y a des espaces publicitaires. Eh bien, dans ces espaces publicitaires, il va voir une publicité qui vous concerne, parce que c'est le bon moment pour le signer. Merci, l'intelligence artificielle, ça serait très compliqué de le faire avec nos petites mimines, tout ça. Autre exemple, le profilage. La publicité hyper ciblée. Exemple. Disons que moi, Vincent, je commande souvent
chez McDonald's le mardi midi et je commande en ligne. Admettons, c'est juste pas possible. Hein. Mais admettons. Non, non, non. Oui, pour l'instant, parce que des burgers végétariens qui arrivent bientôt. C'est vrai. En tout cas, disons que là, cette semaine, la semaine prochaine, je suis à Paris. Hein, pour la semaine, et puis, eh bien, l'intelligence artificielle vient détecter que je suis dans une zone plutôt proche d'un McDonald's et que nous sommes mardi et qu'il est midi. Eh bien, cette intelligence artificielle va peut-être m'envoyer une notification mobile sur l'appli McDonald's que peut-être j'aurai, ou sinon un mail, ou pourquoi pas un SMS géolocalisé, pour me dire « Hey, c'est mardi midi !» et t'es pas loin d'un McDo, et je te fais 10% ou un Big Mac gratuit, je sais pas quoi. Voilà ce que c'est que, finalement, l'offre hyper ciblée. Je regarde mon temps. OK. On n'est pas trop... 10h10 ? Il faut que j'avance. Bien. Ressources humaines. Il y a énormément de choses sur les ressources humaines. J'ai dû faire des choix, ça m'a beaucoup embêté, mais... Recrutement. Alors, là aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui peuvent vous permettre d'identifier des candidats sur une base de données. Bon, je ne vais pas vous en parler, mais je vais vous parler de ça. Admettons que vous ayez énormément de candidatures sur un emploi. Eh bien, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va analyser tout le contenu que vous donne le candidat. Une analyse sémantique de son CV. Il y a même des boîtes qui demandent au candidat une vidéo, petite présentation vidéo. Hein, 15 secondes. Hein. Eh bien, l'intelligence artificielle va analyser absolument tout du contenu de cette vidéo. Ce que dit le candidat, donc vraiment le contenu, mais vraiment le vocabulaire utilisé, le rythme de la voix, comment est-ce qu'il pose sa voix, comment est-ce qu'il gère ses émotions, est-ce qu'il a des valeurs, est-ce qu'il utilise finalement, est-ce qu'il vient dans son discours finalement, est-ce qu'il vient parler de valeurs, des choses comme ça. Bon. Il y a une vidéo là-dessus qui est assez bluffante. Et finalement, en fait, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'il compare les vidéos des candidats à des vidéos de salariés dont on estime qu'ils représentent vraiment, vraiment la plus belle partie des ressources humaines de la boîte, quoi. Alors évidemment, il y a des risques hein, d'un point de vue éthique, et puis même il y a le risque finalement d'avoir des salariés qui se ressemblent tous, et finalement, quid de la diversité? Bon, autre sujet, mais c'est pour vous montrer finalement à quoi ça peut servir. La formation, ben oui, parce qu'une fois qu'on les a recrutés, il faut bien les mettre en poste, ces nouveaux salariés. Eh bien aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut se traduire par une application mobile qui vient se glisser dans le téléphone de notre nouveau salarié et qui va accompagner le salarié dans sa prise de poste et qui va adapter le contenu d'information qu'il donne au niveau finalement de connaissance et de compétence du salarié. Il va vraiment adapter son rythme. Enfin, pardon, quand je dis « il », l'intelligence artificielle va adapter le rythme avec lequel il enseigne aux formés. Il va même peut-être utiliser plutôt du texte ou de l'image selon si justement le candidat est plutôt visuel ou auditif, pourquoi pas. Voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon rapide de nouvelles capacités que ces technologies offrent aux différentes fonctions importantes de l'entreprise. Il manque le service RH dont je n'ai pas parlé, mais j'ai considéré que je pouvais gagner du temps là-dessus parce que peu d'entre vous ont un service RH qui fait de la techno à fond. Mais j'ai quand même une petite slide pour vous après. Alors, je vous propose maintenant de regarder ce qui se passe ici. Parce que ce qui se passe ici, alors ça peut être vos clients, ou pas, hein, si vous êtes en B2B, mais ça peut être vos clients. Mais de toute manière, ce qui se passe ici, ça se passe là. Et
Je vous invite vraiment, du coup, à avoir ce double regard-là, si ce sont vos clients ou si ce sont vos salariés. Alors, regardons ce qui se passe sur les individus. Ça va être rapide, hein. Je vous ai déjà fait une belle entrée en matière. Voilà, aujourd'hui, l'individu, le consommateur, eh bien, avant, il achetait un livre. Maintenant, il lit sur son Kindle. Avant, il appelait le service après-vente de sa boîte. Enfin, de la boîte chez qui il a acheté un produit. Non, maintenant, il tweet. Les individus, ah oui, avant, on payait avec une carte bleue. Maintenant, on paye avec une montre. Qu'est-ce qu'on a encore ? Avant, on téléchargeait illégalement des titres qu'on adorait. Non, maintenant, on découvre de la musique sur Spotify. Qu'est-ce qu'on a encore ? Avant, on allait à l'école, on allait chercher un professeur particulier. Maintenant, on suit des MOOC gratuits. On allait faire ses courses avant. Maintenant, on va au Drive. Avant, on était stressé. Maintenant, on a Petit Bambou pour méditer. Qu'est-ce qu'on a encore ? Bon, je vous la fais courte. Il reste quand même un truc important au milieu. Avant, il fallait se déplacer pour fermer ses volets. Avant, il fallait aller sur un ordinateur pour commander du lait végétal, parce qu'il n'y en a plus. Non, maintenant, il y a Google Home. Un assistant personnalisé qu'il y a dans votre salon ou dans votre cuisine. Hein, et puis, vous ne bougez pas, vous êtes sur votre canapé. Et puis, ça, ferme les volets. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Aujourd'hui, l'individu, alors je grossis le trait, bien sûr, hein, c'est une caricature, mais c'est ça l'individu aujourd'hui, à qui vous vous adressez. Ce sont peut-être vos clients, ou alors ce sont vos salariés. Alors regardons ce qui se passe du coup, si ce sont vos salariés. Parce que toutes ces nouvelles capacités, finalement, ça fait de lui quelqu'un de nouveau. Alors maintenant, ouais, il est connecté. Et du coup, il est un peu collaboratif, hein, il aime l'économie collaborative. Il est généralement urbain, il a des valeurs. Maintenant, le salarié se soucie finalement de l'écologie. Ah, un truc important aussi, regardez. Là, aujourd'hui, espace travail, espace privé, finalement, c'est de moins en moins important pour les individus. Hein. Le télétravail, ça leur plaît beaucoup. Avec toutes ces startups, l'individu maintenant a envie d'entreprendre. Et on voit plein d'auto-entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il est relativement diplômé. C'est un slasher aujourd'hui, l'individu. Ça veut dire qu'il fait plein de choses. Il a accès à l'oracle dans sa poche. Il peut s'intéresser à plein de sujets. Du coup, il sait faire plein de trucs. Et il a envie de faire plein de trucs. C'est ça l'individu aujourd'hui, qui est peut-être dans votre entreprise. Il est agile et exigeant. Si ça ne lui convient pas, bye bye. Il ne va pas s'éterniser chez vous. Il a des valeurs aujourd'hui. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, pour faire simple, finalement, comment l'individu se transforme. Je vous ai montré comment les entreprises se transforment, comment les individus se transforment. Ces individus peuvent être vos clients et vos collaborateurs. Bon, et on fait quoi avec tout ça ? Tout ça s'est transformé, vous l'avez compris, mais continue de se transformer, et la transformation est de plus en plus rapide. Cette accélération est à prendre en compte aujourd'hui dans votre stratégie. Alors je vais très simplement vous montrer 4 enjeux, 4 choses sur lesquelles il faut que vous portiez votre attention aujourd'hui, vous, en tant que dirigeant. Le premier enjeu, il est organisationnel. Comment s'adapter aux évolutions si rapides de cet écosystème ? Vos clients se transforment. Si vous souhaitez répondre toujours à leurs besoins, il faut suivre ce besoin. Vos concurrents se transforment aussi. Et en termes de productivité, de valeur ajoutée, est-ce que vous restez concurrentiel ? Bien. Donc finalement, on a un problème. On a un problème parce que finalement, l'organisation traditionnelle, c'est quoi ?
la pyramide avec 12 niveaux hiérarchiques. Génial. Et vous savez ce qui se passe? Du coup, on met des plombes à prendre une décision. Et en plus de ça, les décisions sont prises par des individus qui sont relativement isolés et l'information a été mâchée, pré-mâchée par son parcours finalement entre ces différents niveaux. Voilà. Eh bien, je vous garantis que cette organisation-là, cette manière de prendre des décisions n'est pas du tout adaptée pour suivre un écosystème en transformation hyper rapide. Je vais y revenir, c'était le premier enjeu. Deuxième enjeu, il est marketing. Disrupter ou se faire disrupter. J'avais mis un point d'interrogation au début. Est-ce que c'est une question? Est-ce qu'on est sûr? On n'est pas sûr? Et je me suis dit, franchement, aujourd'hui, il faudrait peut-être même le prendre comme ça. Tôt ou tard, à un moment, il y a un acteur qui va réfléchir à votre secteur d'activité et se dire c'est quoi les conventions de ce secteur-là? Et comment, avec les technologies, je pourrais contourner un truc? Et finalement, en fait, on voit qu'aujourd'hui, énormément de secteurs en sont déjà là. Hein, les auto-écoles, les assurances, banques, restos, transporteurs, déménageurs, loueurs, hôteliers, etc. Disrupter ou se faire disrupter. Deuxième enjeu. Le troisième, il est humain. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'IA, l'intelligence artificielle, aide l'homme. Parce qu'on n'en est encore qu'à la deuxième phase de l'intelligence artificielle, le machine learning. Mais on ne va pas y rester très très longtemps à cette phase-là, et il y a un moment où cette technologie aura la capacité de nous remplacer. Et là, on peut se dire, ça va remplacer les tâches répétitives. Hein. Effectivement, la robotique permet bien de remplacer un ouvrier assez peu qualifié qui fait tous les jours la même chose. Ouais. Mais pas que. Laurent Alexandre, un grand prêtre français de l'intelligence artificielle, aime bien dire cette chose-là. Il faut 30 ans pour former un ingénieur ou un radiologue. Il faut quelques heures pour donner cette même compétence à une intelligence artificielle. Donc oui, effectivement, tout ce qui est peu qualifié va être remplacé par de la robotique. Mais de l'autre côté également, tous les métiers hautement qualifiés peuvent être aujourd'hui remplacés par de l'intelligence artificielle et nous devons nous en inquiéter. Donc, il y a une nécessité, un enjeu réel à suivre le besoin en compétences, l'évolution des besoins en compétences. Il y a des compétences dont on n'aura plus besoin et des compétences dont on aura beaucoup besoin. Knowledge management, s'il y en a qui connaissent un peu cette méthodologie-là de gestion des compétences, très adaptée, selon moi, à cette problématique. Et puis, bien sûr, former vos équipes au numérique, parce que ces nouvelles technologies que vous allez intégrer finalement dans l'entreprise, elles doivent aider l'homme. Il faut que l'homme ait un minimum de connaissances et de facilité finalement pour ne pas savoir utiliser et puis ne pas se faire manipuler non plus par ces technologies. Bon. Le quatrième enjeu, il est sociétal. Pour deux raisons. Alors, sociétal fait résonance à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Deux choses. Il y a une responsabilité sociale. Aujourd'hui, eh bien, je ne vous le cache pas, l'engagement des salariés, c'est relativement un gros problème pour les managers. Comment engager ces salariés? Bon, puis je ne vous cache pas, je vous passe tous les problèmes de burn-out, d'arrêt maladie et consorts. Bon, c'est un peu la situation actuelle. Et grosso modo, on envisage, avec cette organisation-là, de s'adapter à un monde qui se transforme très très vite. On envisage de former nos collaborateurs au numérique, ça va être vachement bien. Ouais, ou pas. Là aujourd'hui,
Qu'est-ce qui favorise l'apprentissage? L'enthousiasme, la joie, le plaisir, le sens. Pourquoi je fais ça? Mais c'est ça qui permet l'engagement. Donc là, oui, créer des emplois de qualité, faire en sorte que vos salariés soient juste bien dans leur travail. C'est déjà une bonne brique. Et la deuxième brique, c'est la responsabilité environnementale. Dérèglement climatique, tout ça, je ne vous fais pas un dessin. L'entreprise, aujourd'hui, a un rôle majeur dans le développement durable. Et clairement, pour moi, il y a un risque, finalement, à déglinguer encore un peu plus la planète dans cette grande accélération. Alors oui, on a l'ambition de faire mieux, de réduire nos déchets, de moins polluer, etc. Ouais. Et en même temps, vous voyez qu'on veut faire moins et de l'autre côté, on veut s'accélérer. Il y a un enjeu environnemental, finalement, dans cette grande transformation. Petit coup d'œil sur le temps. Il est 24, donc il me reste 15 minutes. Je suis bien, je suis super bien, je suis content. Parce que je vais vous donner maintenant 8 pistes. C'est rapide, ne vous inquiétez pas. 8 pistes concrètes pour amorcer cette transformation. La première, organisez une veille sur votre secteur d'activité. Quel que soit votre secteur d'activité, il peut aujourd'hui y avoir des nouveaux arrivants sur le secteur qui décident de disrupter votre secteur. Anticipez, soyez vigilants. Posez-vous juste la question, peut-être certains d'entre vous, vous allez réaliser demain que oh, merde, ben, mon secteur est déjà disrupté et je ne l'avais pas vu venir et qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, soyez vigilants finalement à ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Donc allez voir du côté des brevets, des revues scientifiques qui font beaucoup de recherches sur la disruption de l'entreprise apprenante. Abonnez-vous simplement à des médias numériques qui parlent justement de ce sujet de la disruption, des startups, du digital. Lisez des blogs technologiques. Bon. Écoutez ce qui se passe dans ce domaine-là des startups et voyez finalement si une de ces startups commence à s'intéresser à votre activité. Deuxième chose, prendre la décision de se transformer en équipe, à plusieurs. Alors, j'ai prévu de faire une petite expérience. Il faut juste que je regarde si j'ai le temps. Parce que ça va faire un petit peu court. Ok. Je vais la faire très courte parce que sinon, je n'aurai pas le temps de terminer. Ah oui, on ne me voit plus parce que c'est noir. Je vais vous poser une question, je vais faire un sondage. Okay. Et je vais vous demander de lever la main si vous vous sentez concerné. Nous savons tous que lire ou écrire des SMS au volant crée de nombreux accidents mortels chaque année. Je demande à chacun d'entre vous de lever la main si vous le faites quand même, si vous l'avez fait quand même, si vous l'avez fait au moins une fois. Ok. Juste, merci. Écoutez ce qui se passe là. Écoutez ce qui se passe. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois des sourires. Ça rigole. Il y a des mains qui ont mis longtemps à se lever. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? Parce que l'information, vous l'aviez tout de suite. Hein? Ben oui, je sais que je l'ai fait. Est-ce que j'ose lever la main ou pas? J'ai vu des trucs un peu comme ça. Bon. Ouais. Eh bien, c'est là-dessus que je veux que vous portiez votre attention. Je vous ai demandé de prendre une décision. Lever la main ou pas lever la main. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Autre chose. Comment est-ce possible que, sachant que écrire des SMS au volant peut créer un accident, nous le fassions quand même? Pas très rationnel tout ça. Et je veux porter votre attention justement là-dessus. C'est que nos choix à nous, êtres humains, biologiques, ils ne sont pas du tout rationnels. On a deux fonctionnements, deux systèmes dans notre cerveau. Effectivement, le système purement rationnel, qui se base sur l'information. OK, c'est bon, il y a des morts au volant quand on écrit un SMS. OK. Et puis, il y a l'autre partie, l'émotion. Je fais simple. Les 4 émotions de base. Alors regardez, qu'est-ce qui s'est passé au moment où je vous ai demandé de lever la main? Peut-être que pour certains, il y aurait eu, à ce moment-là, simplement la peur d'être jugé, de « merde, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et effectivement, le temps que les mains se lèvent, c'était surprenant. Est-ce qu'à un moment, vous avez pris conscience de cette crispation que peut-être certains ont ressenti au moment où je vous ai demandé de lever la main? Pas vraiment. Ben ouais, c'est un peu le truc, c'est qu'avec ces émotions-là, on n'en a pas forcément conscience de ces émotions et pourtant, elles influencent nos décisions. L'histoire d'écrire des textos au volant. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment où on reçoit un SMS et qu'on est dans notre voiture? On a envie de le lire. Frustration. Frustration, c'est colère. Hein, c'est du registre de la colère. Cette frustration de ne pas pouvoir lire le SMS va faire que, oui, je sais bien que ça crée des accidents, mais je vais le lire quand même. Ou alors, ça peut être la frustration de... non, autre chose, ça peut être la peur. La peur, je reçois un SMS. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? J'ai le rendez-vous, je sais pas quoi, machin. Je regarde ce que c'est. Je suis rassuré. Ou alors, non, je suis à la bourre, je vais à un rendez-vous et je suis à la bourre. Et là, je dis, putain, si j'envoie pas de SMS maintenant, je vais être jugé comme quoi je suis à la bourre et tout. Allez, je prends mon téléphone. Bonjour, je vais avoir 5 minutes de retard. Voilà. Voici finalement tous les mécanismes qui nous amènent à prendre notre téléphone pour écrire au volant. C'est fou quand même. Et on n'en a pas conscience. C'est ce sur quoi finalement je veux que vous portiez votre attention aujourd'hui, parce que dans cette transformation, les émotions du coup ont un grand rôle. Parce que la transformation, le changement, c'est aller vers un truc qui est inconnu. Et l'inconnu, vous savez ce que ça fait? Ça fait peur. L'un des gros freins au changement, c'est la peur. Donc prendre une décision de manière collective permet justement d'accueillir ces émotions et de traverser ces peurs. Donc la peur d'un changement inconnu ou la tristesse de lâcher justement un truc connu et sécurisant. Et pour certains managers, peut-être certains privilèges, des trucs sympas qu'il va falloir peut-être lâcher parce que c'est fini. Donc il peut y avoir de la colère, justement, la colère de lâcher ces trucs-là, la colère de se faire disrupter. Ouais. Et tout ça influence nos décisions. Sauf que lorsqu'on fait ça en collectif, non seulement c'est l'occasion de faire de la place et d'accueillir ces émotions-là, mais en plus, on va pouvoir créer un projet commun. Un projet qui a du sens pour chacun, pour tous les membres de l'équipe. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait de l'engagement. On a des salariés qui ont envie d'aller vers ce cap-là. C'est joyeux et ça crée de la productivité. Voilà, ça c'était finalement le deuxième point, prendre des décisions en équipe parce que ça permet justement de ne plus se faire manipuler par ses émotions et d'y aller ensemble. Donc je vous invite, il y a un workshop tout à l'heure sur l'intelligence collective. Allez expérimenter l'intelligence collective. Il y a plein de processus géniaux comme le forum ouvert, le World Café. Il y a un workshop, je vais prendre mon programme, il y a un workshop ce matin à 11h sur l'intelligence collective. Expérimentez également les pratiques de pleine conscience pour ne plus être manipulé finalement par ses émotions. Et justement, prendre des décisions en pleine conscience de ce que je vis. Il y a un workshop cet après-midi à 14h animé par Guillaume Perrochot, les outils pour manager en pleine conscience.
allez-y. Ouvrez-vous à ça. Troisième chose, rapidement. Ça va, je suis super. Il me reste 7 minutes. Innovez en adoptant une stratégie disruptive. Oui, transformez-vous, faites de l'innovation. Mais là, aujourd'hui, allez-y vraiment. Réfléchissez en rupture. Aujourd'hui, il y a une technique de créativité qui, d'ailleurs, fonctionne en intelligence collective, qui s'appelle le design thinking. Donc, définir les besoins, rechercher, prototyper, etc. Là, pareil, on va pas mal en parler. Vous avez un workshop. Chaque marché peut être disrupté, mais oserez-vous le faire à 11 h après cette conférence? Et vous avez également à 14 h les collectifs créatifs, l'art d'innover ensemble. On va parler justement de tout ça. Quatrième action pour démarrer cette transformation. Formez vos équipes. Vous l'avez bien compris que finalement, la formation est un enjeu important puisque les besoins en compétences vont beaucoup bouger. Certaines ne seront plus nécessaires, d'autres extrêmement nécessaires. Donc suivez l'évolution et formez vos salariés, vos équipes au numérique, mais pas que. Formez-les également en intelligence émotionnelle. Et j'espère que vous avez compris finalement l'enjeu au travers de la petite expérience précédente. Cinquième point, intégrer de la technologie. Voilà, c'est ma petite dédicace pour les services recherche et développement, s'il y en a parmi vous. Aujourd'hui, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, mettent à disposition des entreprises des briques de code en open source. Vous avez un algorithme? Vous voulez faire en sorte qu'il apprenne par lui-même? Prenez cette petite brique de code, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau. C'est open source. Ils en tirent beaucoup d'avantages. Je ne vais pas développer le modèle open source maintenant, ce serait trop long. Mais sachez simplement que si vous travaillez sur ce thème-là de l'intelligence artificielle et qu'en interne, vous avez des spécialistes, des gens qui savent coder, dites-leur d'aller faire un tour du côté des briques de Facebook, de Google, d'IBM. Il y a tout un tas d'autres briques de code en open source sur lesquelles travaille la filière tech française. Ou faites-vous accompagner tout simplement par des cabinets conseils qui peuvent aujourd'hui effectivement vous conseiller sur une entrée en matière technologique. Sixième point. Vous vous rappelez de ça? La pyramide. Bon, eh bien, ma proposition, c'est justement de passer d'une pyramide à un cercle horizontal. Pourquoi? Parce que l'information qui permet de prendre la décision, ben généralement, ce sont vos salariés sur le terrain qui ont la meilleure information. Et l'information, il n'y a pas que vous qui l'avez, il y a vos clients aussi, il y a vos partenaires. Donc en fait, là, la proposition, c'est vraiment d'adopter une organisation horizontale en donnant de la liberté aux salariés pour qu'ils puissent finalement contribuer et qu'ils permettent, en fait, l'idée, c'est de former des petits cercles et de donner un cadre à ces cercles en leur disant, alors voilà, on vous donne de la liberté. Vous avez la capacité maintenant de prendre des décisions entre vous. Mais en termes d'engagement et de pertinence de décision, vous n'imaginez même pas les bénéfices pour l'entreprise. C'est énorme. Organisation horizontale, pensez-y. Lisez par exemple Reinventing Organization de Frédéric Laloux. C'est un gros pavé, mais il y a une version light qui fait 100 pages, qui est juste géniale sur ce sujet. Je vous disais que l'information, il n'y a pas que vous qui l'avez. Aujourd'hui, on parle d'agilité. Un des principes de l'agilité, c'est quoi? C'est d'arrêter de prendre des décisions tout seul. Vous avez compris qu'aujourd'hui, le monde était en transformation, vos clients changent, les besoins de vos clients changent. Posez-leur la question, intégrez-les dans vos processus créatifs si finalement vous voulez répondre à leurs besoins. Vos clients, vos fournisseurs, tout votre écosystème, co-créez avec eux. C'est le principe de l'agilité.
pareil, un sujet super intéressant. Et le 8e point, c'est de faire tout ça en essayant d'arrêter de flinguer la planète. Je vous invite à creuser le sujet de l'éco-conception et de l'économie circulaire. Tous ces points concrets, toutes ces pistes, ces propositions, vous avez aujourd'hui un paquet de workshops, de conférences qui vont finalement vous aider à... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les réseaux et clubs vous attendent au premier étage. Solutions d'entreprise, MOA Mutuelle du Var, du Lac, Orange, Cage, Casino Joa, Déophile, Backwall et Web Notoriété vous attendent tous sur leur stand. Merci. Ça fait plaisir. Donc, ouvrez ça. Vous avez plein de workshops qui vont vous permettre justement d'explorer de manière plus pratique, plus concrète, ces sujets-là. Et j'en ai fini avec cette slide qui va à peu près tout synthétiser. Aujourd'hui, intelligence technologique, plus intelligence émotionnelle, plus intelligence collective et conscience écologique, c'est l'entreprise intelligente. Belle journée à vous. Merci.